Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Monaco. Voici les titres. Le projet remonte à la surface. Une navette maritime qui relie Nice à Cap d'Aille pour désengorger l'accès à la principauté. C'est le ministre d'État lui-même qui relance le dossier. Les 10 ans de la direction de l'action et de l'aide sociale, protection de l'enfance, handicap, lutte contre la précarité, ces missions sont nombreuses. La santé mentale des adolescents constitue également un enjeu majeur. Dans ce journal également, alors qu'une tempête menace une grande partie de la France, quelques heures après d'intenses chutes de neige, les batteries de nos voitures souffrent du froid. Nous vous donnerons quelques conseils pour un démarrage assuré. Nous irons aussi en Iran, où la contestation ne faiblit pas. 12e jour de manifestation contre le régime en place. Au moins 30 personnes sont mortes dans des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Enfin, Fontan recherche boulanger désespérément. Le dernier du village souhaite prendre sa retraite, mais aucun successeur ne se profile à l'horizon. Les habitants comptent pourtant sur leur pain quotidien. C'est définitivement le casse-tête du gouvernement princier. Comment désengorger l'accès à la principauté? Un métro est irréalisable, un nouveau parking relais est encore en réflexion, ajouter plus de trains. Autre solution qui n'a pas dit son dernier mot, celle d'une navette maritime entre Nice et la commune de Cap d'Aille. Des discussions avec la France, justement, doivent être menées. Adrien Elec et Clément Nestor. Et si l'on pouvait rejoindre les abords de la principauté par la mer? Un véritable transport public, une idée qui ressemble à un rêve mais qui pourrait bien se concrétiser. Le projet a en tout cas retenu l'attention du ministre d'État qui s'en est récemment emparé. Je pense qu'il serait plus facile d'opérer à partir du port de Cap d'Aille une telle navette jusqu'au port de Nice et réciproquement, plutôt que d'engager des pourparlers pour permettre de faire un transport transfrontalier, ce qui est toujours beaucoup plus complexe juridiquement et techniquement. Une navette, dans ce cas-là, relèverait de la responsabilité de la métropole Nice-Côte d'Azur. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement? Lors d'un appel d'offres, une condition essentielle a été posée, celle d'une navette maritime respectueuse de l'environnement. Dans un premier temps, le dispositif viserait principalement les touristes, notamment durant la saison estivale. Reste une question centrale, le financement. La métropole de Nice pourrait être mise à contribution avec un éventuel soutien financier de Monaco. Le débat reste ouvert. De son côté, le Conseil national accueille favorablement cette initiative. Notre souhait est vraiment d'améliorer la mobilité en principauté grâce à cette navette maritime. Nous avons eu plusieurs problématiques. Au début, c'était une problématique de flux de personnes. Ensuite, l'appel d'offres a été infructueux. Ensuite, il y avait une question d'amarrage au sein du port de Cap d'Aille. Et donc, du coup, concrètement, nous, au Conseil national, on s'est dit pourquoi pas commencer ces navettes maritimes de façon estivale. Directement concernée par ce projet, la mairie de Cap d'Aille a été sollicitée. Contactée, elle nous a fait part de sa position. Le projet de navette maritime ne paraît envisageable aujourd'hui que dans le cadre d'une liaison touristique et sans doute peut-être aussi la manière saisonnière. Monsieur le maire considère pour sa part que ce projet doit également prendre en compte le bon fonctionnement du port de plaisance qui est de taille modeste. Sur les réseaux sociaux, le maire de Nice, également président de la métropole Nice-Côte d'Azur, s'est lui aussi exprimé, prenant clairement position sur le sujet. Je suis favorable à ce projet de navette maritime que j'appelle de mes vœux depuis plusieurs années afin de contribuer à la fluidification de la circulation. La solution envisagée entre Nice et Cap d'Aille est intéressante et je l'évoquerai très prochainement avec le ministre d'État Christophe Murmand. Il sera indispensable que la mise en œuvre de ces navettes s'inscrive dans une démarche exemplaire en matière de respect de l'environnement. Selon nos informations, la commission de coopération franco-monégasque doit se réunir la semaine prochaine afin d'aborder précisément cette question. Elle protège les plus vulnérables depuis 10 ans. La direction de l'action et de l'aide sociale célèbre sa première décennie au service des autres. Parmi ses missions, l'accueil, l'hébergement en urgence des familles, faire avancer l'inclusion des personnes en situation de handicap ou encore la protection de l'enfance. Un enjeu clé placé au premier plan des nouvelles priorités. Caroline Rohr. Ce matin, une porte s'ouvre sur 10 ans d'action sociale
Une direction jeune dans sa forme, mais héritière d'une longue tradition de solidarité en principauté. Depuis une décennie, la direction de l'action et de l'aide sociale concentre l'ensemble des politiques sociales, protection de l'enfance, handicap, lutte contre la précarité et aide financière. Dasos, c'est 180 agents, c'est 15 métiers, des métiers médico-techniques, médico-sociaux, des métiers administratifs, des métiers sur le terrain pour accompagner les gens au plus près, aller évaluer les situations. C'est un budget conséquent, c'est 52 millions d'euros. Mais le social n'est jamais figé. Face aux évolutions démographiques et sociétales, les dispositifs et pratiques professionnelles doivent en permanence se renouveler. Nos défis vont être le vieillissement de la population, la prise en charge du handicap de plus en plus largement et l'inclusion. Et là, on est face à des défis d'enjeux de santé mentale aussi chez les ados qui deviennent de plus en plus prégnants. Donc, nos travailleurs sociaux et l'ensemble de nos agents sont en formation chaque année justement pour mieux accompagner les personnes. Parmi les projets structurants, un texte majeur, le futur projet de loi sur l'enfance. Objectif, renforcer le cadre juridique existant et donner davantage d'outils aux professionnels. Mais c'est un projet très important qui nous permettra d'avoir l'arsenal tant administratif et judiciaire qui nous permettra de faire face à l'ensemble des situations que peuvent rencontrer malheureusement certaines familles concernant la prise en charge et l'avenir de leurs enfants. Pour marquer ses 10 ans, la DASSO a ouvert ses portes au public. Familles, partenaires, associations, une journée d'échange pour mieux comprendre les missions et créer de nouveaux liens. On est parent d'une bénéficiaire de la DASO et on voulait savoir s'il y avait d'autres opportunités pour elle de bénéficier d'aides qui sont proposées par la DASO. Et j'avais envie de rencontrer les gens qui travaillent ici, savoir ce qui se passe sur Monaco pour pouvoir ou intervenir ou proposer mes services. On revoit des visages et on reprécise un peu les missions de chacun. Et toujours dans l'idée de la communication, rappeler qui on est, comment on fonctionne et quel est notre rôle dans ce millefeuille de l'action sociale. La DASSO accompagne chaque année 200 familles et environ 1500 personnes en situation de précarité. À 21h ce soir et jusqu'au petit matin, le département de la Manche en France sera en alerte rouge pour vent violent. La tempête Goretti est en train de balayer la façade ouest. Alerte orange sur 32 départements, dont la région bretonne en intégralité, pour vent, mais aussi risque de vagues submersion. Là-bas, ça souffle depuis 16h cet après-midi. Les rafales de 120 à 160 km/h ont aussi touché la Normandie, où l'on se préparait cet après-midi, comme dans la ville de Fécamp. Les dangers sont essentiellement la projection de galets, puisque lorsqu'on a des paquets de mer avec du vent, on a des galets qui arrivent pratiquement jusqu'ici. Là, vous voyez. Pour enlever le matériel, comme ça va tenir avec nous. Les parasols sont prévus pour résister aux tempêtes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et les autorités s'attendent localement à d'importants dégâts, à des coupures d'électricité aussi, et recommandent aux habitants de se mettre à l'abri. Alors cette tempête, elle intervient après un intense épisode neigeux. La principauté et la région n'ont pas été affectées, mais une vague de froid s'est installée depuis plusieurs jours, jusqu'à moins 16 degrés, par exemple, dans les stations du Mercantour. Résultat pour certains, au moment de partir travailler, la voiture ne démarre pas, plus de batterie. Fort heureusement, c'est provisoire. Alors voyons les bons réflexes à adopter en cette période avec Marine Moulis. Elpe, bonjour. Oui, je vous appelais parce qu'on a reçu une demande d'assistance pour votre véhicule. Je voulais savoir quel était le problème. Vous avez un problème de batterie ? Ok, pas de souci, je vous envoie quelqu'un. Dans ce service de dépannage, les interventions liées aux problèmes de batterie se multiplient ces dernières semaines. Aujourd'hui, avec la vague de froid notamment qui est arrivée sur le mois de décembre et début janvier, on a une augmentation de 34% d'intervention sur tout ce qui est dépannage remorquage sur des batteries à plat. Il y a un réel impact du froid sur les batteries, notamment des batteries qui sont un petit peu anciennes. Le froid met à rude épreuve les batteries des voitures. Il accélère leur vieillissement. Thierry reçoit régulièrement des demandes de dépanneurs pour changer les batteries.
Une batterie, ça fonctionne avec du plomb et de l'acide. La réaction chimique produit du courant et ça se décharge avec le grand froid et avec les grandes chaleurs. Quand elle commence à vieillir, elle perd de l'acidité et elle fonctionne, elle est moins efficace. Il y a certains signes qui donnent des faiblesses. On sent que la batterie, quand elle démarre, elle est plus faible. Après, il y a des fois où elle se met en court-circuit, elle casse. D'un coup, on peut s'arrêter là, faire l'essence et plus redémarrer, quoi. Il est difficile de prédire l'arrêt d'une batterie, mais il existe quelques gestes à adopter. Une voiture qui roule régulièrement ou qui roule sur l'autoroute pendant plusieurs heures, la durée de vie sera plus longue. Les gens qui roulent très peu, comme les personnes âgées, qui roulent une fois ou deux fois par semaine et qui font des petits trajets juste pour aller faire leurs courses et tout comme ça, elle durera moins longtemps. Le conseil à donner, c'est les changer tous les 4-5 ans pour éviter de tomber en panne à la montagne ou dans un endroit où ça va être embêtant à changer, où il va falloir appeler le dépanneur, perdre 2-3 heures. Rouler régulièrement, éviter les trajets trop courts et anticiper le remplacement restent les meilleurs réflexes. Un contrôle de batterie permet aussi d'identifier les modèles déjà fragilisés, même s'il ne garantit pas l'absence de panne. Et en ce qui nous concerne, pour affronter le froid, il y a ceux qui privilégient les vêtements chauds, les recettes et astuces de grand-mère, et d'autres qui ne jurent que par les vitamines. Vitamine C, vitamine B, vitamine D. Les rayons de nos pharmacies en regorgent, mais sont-elles vraiment efficaces? Karel Perrier nous répond. Avec l'arrivée du froid, les organismes sont plus fragiles et le système immunitaire sous pression. Alors ici, la demande explose, avec des prix allant de 10 à 65 €. Quel produit privilégier? Ce pharmacien vous donne ses astuces pour s'y retrouver. Pour ne pas tomber malade, les vitamines qui sont pour l'immunité, c'est la vitamine D. La vitamine D qu'on peut trouver sous forme de comprimés, de gouttes. Et ça dépend aussi, on peut avoir des complexes multivitamines pour donner un petit peu de boost avec le magnésium ou des complexes avec toutes les vitamines B, C et certaines plantes qui sont aussi énergisantes. Souvent recommandée pour renforcer l'organisme, la vitamine D joue un rôle clé, notamment pour la solidité des os. Les références se multiplient, mais sont-elles vraiment la solution pour combattre les maladies d'hiver? Non. Pourquoi? Parce que les vitamines seraient une bonne idée avant même la maladie pour éviter la chute du système immunitaire. Mais prendre des vitamines pour se booster, c'est pas le cas. Les vitamines n'apportent pas de calories, donc pas d'énergie. Elles participent au bon fonctionnement de l'organisme, mais n'ont pas tendance à booster l'immunité. Pour rappel, les fruits et légumes restent les aliments les plus riches en vitamines. Le meilleur allié pour renforcer vos défenses. Une semaine après l'incendie qui a coûté la vie à 40 personnes à Crans-Montana en Suisse, les propriétaires du bar seront entendus demain par la justice. Premier interrogatoire pour le couple depuis l'ouverture d'une enquête à leur encontre pour homicide par négligence. Demain, le pays sera en deuil national. Une cérémonie d'hommage se tiendra dans la commune de Martigny. C'est à 50 km environ des lieux du drame. La colère agricole maintenant qui s'exporte à Paris, devant l'Arc de Triomphe, sous la Tour Eiffel et même devant l'Assemblée nationale française. Alors qu'ils en avaient reçu l'interdiction, une centaine d'agriculteurs sur leurs tracteurs sont entrés dans la capitale. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a été prise à partie ce matin par les manifestants avant de recevoir les syndicats. Ils protestent toujours contre l'abattage systématique des cheptels de bovins affectés par la dermatose nodulaire, mais aussi le projet d'accord commercial entre l'Europe et le Mercosur qui doit être signé lundi prochain. Mais de toute façon, on se rend bien compte que ce gouvernement, il n'a aucun pouvoir. Et le gouvernement, de toute façon, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il passera, parce que la France, elle n'est pas légitime, et ça passera malheureusement. Et ça créera une concurrence encore plus déloyale, et ça crèvera encore plus d'agriculteurs. On est asphyxié par des charges sociales, fiscales, tout le système est à bout de souffle. Je vais parler un peu des céréales, si vous voulez. Les céréales, on les a vendus 140, 150 € de la tonne cette année, les blés. Il y a quelques années en arrière, on les avait vendus à 300 €, 250 €. Enfin, les paysans
crèvent, quoi. Petit à petit, ils crèvent non, c'est critique, vraiment critique. En Iran, voilà 12 jours maintenant que les manifestations contre le régime autoritaire ont démarré. Une vague de contestation qui a fait au moins 30 morts dans tout le pays après une série d'affrontements. Au tout début, les revendications portaient sur le coût de la vie. Elles sont aujourd'hui beaucoup plus fortes et vont beaucoup plus loin, comme nous l'explique Samia Binet. Des cris, des slogans et la colère qui ne retombe pas. En Iran, la contestation se poursuit malgré la répression. Et au milieu de la foule, un slogan surprend. Sur certaines banderoles, un nom ressurgit, celui de l'ancien Shah d'Iran, Mohammad Reza Pahlavi. Le nom d'une dynastie royale renversée en 1979 par la révolution islamique. Plus de 40 ans après sa chute, la monarchie réapparaît comme un symbole de rupture. Pour ces manifestants, ce nom incarne un rejet total du régime religieux au pouvoir. En 1979, les Iraniens ont dit mort au Shah, c'est-à-dire le roi, qu'aujourd'hui vous entendez dans plus que entre 100 à 200 villes, et c'est pas du tout les grandes villes, mais les toutes petites villes, et y compris dans les universités, que normalement ils sont plutôt de gauche que de droite, vive le Shah. À l'origine de cette mobilisation, une colère profonde et ancienne, inflation galopante, chômage, pénurie, corruption dénoncée au sommet de l'État, le pouvoir d'achat s'est effondré. En 40 ans, la monnaie iranienne a été divisée par près de 20 000. Même le régime le reconnaît. À cette crise économique s'ajoute une répression toujours plus dure et un manque criant de liberté publique. Dans la rue, ce n'est plus une revendication précise, mais un rejet global du régime qui s'exprime. Pour beaucoup de manifestants, invoquer Pahlavi n'est pas seulement un regard vers le passé, c'est la recherche d'un autre modèle. C'est un retour à une réalité à cette période-là, l'Iran avait une faste, avait été respecté au niveau international. Donc ils se disent, finalement, ce qu'on a fait, c'était une erreur qu'on doit le réparer. Dans cette contestation multiforme, un nom s'impose peu à peu, Reza Pahlavi, le fils du dernier Shah d'Iran. This regime is collapsing. The people are more and more ready to intervene. This is a historic chance, not just for the Iranian people, but also for the world. Depuis son exil aux États-Unis, il se présente non comme un candidat au pouvoir, mais comme un rassembleur autour de 3 principes. Un Iran uni, laïque et démocratique, et un avenir décidé par le peuple iranien. Un message qui touche toutes les générations, la jeunesse qui n'a pas connu l'Iran d'avant 1979, mais aussi les commerçants, les universitaires, les ouvriers. Dans les rues iraniennes, la peur semble reculer. Et derrière ces slogans, un message clair s'impose, le rejet du régime est profond et l'idée d'un après s'installe. Et depuis le début du mouvement, les réseaux sociaux iraniens sont fortement surveillés, contrairement à d'autres pays où certains choisissent librement de s'en passer. Cela s'appelle la digital detox. Le concept est très simple, stopper, voire essayer de réduire l'utilisation des écrans, surtout le téléphone portable. Mais vous allez voir que c'est plus facile à dire qu'à faire avec Pierre-Antoine Augy. Une notification de plus. Chaque jour, vous consultez en moyenne 200 fois votre téléphone, un réflexe presque inconscient. Je ne connais pas mon temps d'écran, mais je pense que ça doit tourner autour des 5-6 heures, je pense. Au moins, ouais, 5-6 heures, je pense. Je suis quasiment constamment connecté. Aussi ma copine, quand j'arrive à sa maison, quand on veut jouer ensemble, elle est sur son téléphone dans le lit. Un phénomène qui touche tous les âges. Face à cette addiction, vous êtes beaucoup à dire stop. Cela peut passer par des gestes simples, désactiver les notifications ou instaurer des moments sans téléphone. Souvent le soir, je veux être tranquille, vraiment. Et après le dîner, j'ai dit je ne réponds pas, je coupe le son et je ne regarde pas mon téléphone que demain matin. Je coupe complètement les mails dès que je sors des bureaux pour être sûre de ne pas être tentée de regarder, mais ça c'est plus lié vraiment au travail. Stress, troubles du sommeil, les effets d'une surexposition sont aujourd'hui connus. Pour faire face, la digital detox n'est pas un rejet, mais une tentative de reprendre le contrôle.
on se rend compte que si on continue ainsi, on va avoir une société où les gens seront de plus en plus enfermés dans leur bulle et auront de plus en plus de mal à communiquer les uns avec les autres. C'est quand même, encore une fois, un des grands paradoxes de notre époque d'avoir donné les outils pour qu'on communique de plus en plus et en même temps avoir le sentiment d'être de plus en plus isolés les uns les autres. Couper son téléphone quelques heures peut apporter un soulagement immédiat, mais sans changement des habitudes quotidiennes. Et pour les spécialistes, il faut penser long terme. Ces phénomènes de digital detox sont souvent pas assez inscrits dans le temps. Et tout l'enjeu de la société aujourd'hui, où on est complètement dans le temps court, on est dans le temps de l'instant, dans le temps des réseaux sociaux, c'est de réintroduire cette notion de temps long. Alors ça peut se faire que sur plusieurs années, si vous voulez. Donc, je pense qu'effectivement, ça doit commencer à l'école. Se déconnecter, oui, mais durablement. Il faut donc changer ses habitudes, sinon la digital detox reste un simple effet de pause. Et après les écrans, l'alcool, c'est une réalité. Notre consommation n'est plus du tout la même qu'avant. Selon un baromètre, elle aurait diminué de 70% depuis les années 60. Les mouvements comme le Dry January, en ce moment, encouragent à s'en passer. Autre explication, les alternatives sans alcool séduisent un large public, comme vous allez le voir dans ce reportage de Laura Baraton-Condar. Il s'est imposé sur les menus depuis quelques années. Le mocktail, un cocktail sans une seule goutte d'alcool. Nous mettons ensemble le basilic, le concombre. Ici, on ne cherche pas à combler une absence de gin ou de vodka. C'est une boisson à part entière. C'est une autre création, c'est pas remplacé. C'est totalement une nouvelle création les deux qui nous sont faites. Mais avec du mocktail, la principale chose, c'est juste pour faire un bon boisson que tu peux boire tout le temps. Que c'est assez fraîche et le plus naturel possible. Comme chaque année, janvier fait démarrer les bonnes habitudes avec le Dry January, un mois sans alcool que connaît très bien Pépé. Nous sommes habitués avec notre clientèle, donc il y a au début de chaque année, on s'est fixé cet objectif pour dire ok, je commence à faire du sport, je ne vais pas boire de l'alcool, je vais faire un petit détox pour commencer bien l'année. Et les mois de janvier, c'est comme ça. Pour d'autres, c'est le plaisir de la bière sans l'ivresse qui est recherché. Depuis 2021, la brasserie Blue Coast propose quelques alternatives. Blonde et IPA côtoient les limonades. En fait, ça s'adresse quasiment à tout le monde. Moi, j'en bois beaucoup en été parce que moi, j'adore le goût de la bière, mais je dois travailler aussi, donc je ne peux pas non plus consommer et travailler. Nous, ici au bar, on le donne gratuitement à ceux qui viennent boire des coups le soir parce qu'on veut toujours qu'il y ait quelqu'un qui peut amener les amis à la maison. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on veut pousser aussi. Mais comment réaliser de la bière sans ou avec très peu d'alcool ? Le process, il reste vraiment le même sur la partie chaude, donc tout ce qui est extraction des sucres, des protéines. C'est juste qu'on va partir sur une base de malt beaucoup plus légère afin d'extraire beaucoup moins de sucre. Et après, sur la partie fermentation, donc on verra après, c'est là qu'entre guillemets, les levures vont avoir beaucoup moins de sucre à manger et vont produire beaucoup moins d'alcool. Et c'est ça qui va faire la différence. Tout ce process de fermentation dure 10 jours, qu'elles sont avec ou sans alcool. Quand c'est froid, on a tous les dépôts au fond qu'on vient purger. Et puis on va aller sur le côté de packaging. Donc on va mettre soit en fût, soit en bouteille, soit en canette. Et puis la bière, elle sera prête à déguster après. Que l'on opte pour un soda, un mocktail ou une bière sans alcool, la consommation d'alcool dans les bars et les restaurants avait chuté de 27% dans les Alpes-Maritimes en janvier 2025. Je vous emmène maintenant à Fontan, ce petit village des Alpes-Maritimes dans l'arrière-pays mentonais. À peine 300 habitants et une seule boulangerie. Mais pour combien de temps ? À 64 ans, l'unique boulanger souhaite prendre sa retraite. Problème, aucun repreneur pour lui succéder. En attendant, il poursuit son activité dès le petit matin. Sacha Joanne était à ses côtés. C'est facile, on enfourne et on défourne. Ce geste, ça fait 34 ans que Christian Départ le répète chaque jour dans sa boutique de Fontan. Boulanger depuis l'âge de 15 ans et demi. Son métier est une véritable passion. Je mets le four en route à 1h30, à 2h et je commence à enfourner vers 4h. Il faut 2 heures de chauffe pour que le four soit à température, quoi. Allez au magasin,
Mais désormais, Christian veut passer le flambeau. Cet amoureux de la vallée de la Roya doit partir à la retraite. Une retraite qu'il aurait déjà dû prendre à la fin de l'année 2025. Mais faute de repreneur pour sa boulangerie, il a décidé de continuer son activité et de ne laisser personne dans le pétrin. Je ne devrais pas être là, mais bon, quand on ne peut pas abandonner son village, je fais un petit peu de rap, mais bon, mon corps réclame un peu de repos maintenant. Je n'ai pas marqué sur mon calendrier encore la date, mais fin juin, c'est fini, je ne ferai pas la saison d'été. Pour les clients venus dès l'ouverture ce matin, il est inconcevable d'imaginer une seule seconde que la boulangerie ferme bientôt ses portes. Une potentielle fermeture qui les obligerait à faire au minimum une dizaine de kilomètres pour aller chercher leur pain. Un épeautre bien mou. On peut enterrer le village. Parce qu'un village sans boulanger, c'est comme un village sans école. Il n'y a pas grand avenir. On vient, dès que c'est ouvert, on vient tous les matins prendre notre pain et on congèle pour quand il n'est pas là. Donc on a envie qu'il y ait quelqu'un qui reprenne la boulangerie pour pouvoir continuer à vivre tranquillement avec notre boulangerie. C'est la vie, la boulangerie et l'artisanat, donc il faut s'en occuper. Je me dis que c'est pas possible, il y aura un repreneur, il y a une telle opportunité ici. Les clients mobilisés, tout comme le maire de Fontan. Philippe Oudot ne veut pas une nouvelle fois voir un commerce de son village fermer ses portes. Il y a eu des commerces qui ont fermé, quelques-uns, pas énormément, mais bon, on le voit, il y avait une deuxième épicerie qui a fermé et qui n'a pas rouvert. Il y avait un petit hôtel qui était après en chambre d'hôte qui a fermé et qui ne rouvre plus. Donc c'est vrai que c'est difficile dans nos petits villages de perdre des commerces de proximité, quoi. Moi j'ai un fournil qui est assez grand quand même, hein. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce. Bien que Christian ait reçu un coup de fil d'une personne intéressée ce matin, le boulanger n'a pour le moment aucune touche concrète d'un potentiel repreneur. Demain, nous serons le 9 janvier et dans la liste infinie des journées mondiales que nous célébrons, ce sera celle de la Corse, l'île de beauté, ultra prisée en été par les touristes, friand de ses plages, son fromage et même de sa charcuterie. Elle est aussi historiquement liée à la principauté. Une certaine sainte dévote en serait pour quelque chose. Axel Marié nous en dit plus. Monaco et la Corse, deux territoires distincts avec une identité forte, une terre, une langue, une culture, mais que l'on peut qualifier de cousins ligures. La raison, des liens historiques et culturels profonds. Et comment parler de leur relation sans évoquer sainte dévote ? Jeune chrétienne corse qui aurait été martyrisée à cause de sa foi au IVe siècle. Son corps, alors placé dans une barque, aurait été guidé par une colombe avant de s'échouer ici, dans le vallon des Gomates, à Monaco, où est aujourd'hui érigée la chapelle en l'honneur de Sainte Dévote. Évidemment qu'on ne peut pas imaginer que les Monégasques ne puissent pas, à un moment ou à un autre de leur vie, s'adresser à Sainte Dévote pour remercier, pour demander quelque chose. Elle fut proclamée sainte patronne de Monaco et de la Corse, respectivement au XVIIe siècle, sous Honoré II, et au XVIIIe siècle, célébrée le 27 janvier, avec des festivités qui commencent la veille en principauté. Et cette manifestation du 26 janvier au soir marque vraiment le point d'orgue de cet attachement à Sainte Dévote avec toute la famille monégasque. Alors la famille monégasque, c'est bien entendu les monégasques, les résidents, mais aussi les amis de Monaco et les amis corses qui viennent en nombre le 26 au soir pour assister à cette manifestation qui touche vraiment le cœur des monégasques et des Corses. Sur l'île de Beauté, d'où serait originaire Sainte Dévote, sa célébration se passe le dernier week-end de janvier, l'occasion pour une délégation monégasque de se rendre sur les terres natales de sa sainte patronne. C'est le dimanche après le jour de la Sainte Dévote chez nous, et puis on se rend également à Luciane au mois de mai pour la Pentecôte. Luciana, village corse de 6000 âmes, serait le lieu de naissance de Sainte Dévote selon certaines sources. Pour Luciana et Monaco, liés par la même sainte patronne, il était sans doute évident de lier cette histoire commune par un jumelage. C'est ainsi que le 26 septembre 2009, le jumelage entre les deux villes a été scellé. C'est l'amitié entre deux villes, mais c'est également des amitiés entre les personnes, entre les élus. On a des langues similaires, mais c'est également nos chants et notre gastronomie. Une amitié qui se retrouve à Monaco, sur le port Hercule notamment, avec la jetée Luciana, inaugurée en 2009, ou encore avec de nombreux événements organisés chaque année, et ce, depuis longtemps. Et en 2003 a été organisé un grand pèlerinage
250 pèlerins de Monaco qui se sont déplacés avec à leur tête le prince souverain de l'époque, qui était Régnier III de Monaco. On a l'occasion de se rencontrer dans d'autres occasions au travers des petites manifestations qui peuvent être faites soit dans le cadre des sites historiques Grimaldi, soit au travers de la commune de Monaco. Le prochain rendez-vous est à la fin du mois, le 26 janvier plus précisément, avec les fameuses festivités pour célébrer la Sainte Dévote. Et elles seront bien entendu à suivre ici sur TV Monaco. Voilà, c'est là-dessus que se termine ce journal. Mais restez avec nous à 20h30 en direct. La Roca Team se déplace en Espagne sur le parquet de Valence. C'est de l'Euroleague, suivi bien sûr de l'après-match. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et à demain.